Il a lâché un billet d'1 dollar dans mon verre et s'est éloigné avec ma femme. J'ai souri et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, sa clé n'entrait plus dans la serrure. Puis son avocat a appelé en tremblant, car ce type discret, qu'il avait méprisé devant une salle pleine à craquer, avait en fait 3 coups d'avance sur lui depuis le début. Je m'appelle Richard Frost. J'ai 53 ans. Je suis l'associé gérant d'un cabinet d'avocats en gestion de patrimoine d'entreprise que j'ai bâti à partir d'un bureau à 2 postes à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai passé 30 ans à apprendre comment les institutions se protègent, comment la richesse circule discrètement et comment les accords tiennent ou s'effondrent sous la pression. Il s'avère que ce savoir est à double tranchant. Viviane et moi étions mariés depuis 22 ans. Elle avait 49 ans, une allure impeccable, le genre de femme qui entrait dans une pièce et poussait les gens à se redresser sans même le vouloir. Pendant la majeure partie de notre mariage, cette énergie a joué en notre faveur. Puis, vers notre 17e année, elle a cessé de fonctionner pour nous et a commencé à ne fonctionner que pour elle. Elle a monté un cabinet de conseil en nutrition et bien-être. Il n'y avait aucun mal à cela. Je l'ai encouragée. J'ai payé les certifications, le local, le consultant en images de marque, les retraites qu'elle organisait 2 fois par an à Asheville. Ce que je n'ai pas payé, en revanche, c'est ma propre invisibilité, mais apparemment, c'était inclus dans le forfait. La réception s'est tenue au domaine des Harrington un vendredi à la fin du mois d'octobre. La vieille bourgeoisie, les nouveaux riches prétentieux et tous ceux qui se trouvaient entre les deux et qui essayèrent de découvrir à quelle catégorie ils appartenaient. Viviane portait une robe vert sapin et se déplaçait dans la pièce comme si elle en possédait chaque mètre carré. Je suis resté près d'elle pendant la première heure. Dès la 2e heure, j'étais devenu un meuble. C'est là que Clifford Aldis est entré en scène. Il avait 50 ans. PDG d'une start-up technologique qui faisait parler d'elle dans le secteur de la fintech. Costume bleu marine, sur mesure. Le genre d'assurance qui vient de n'avoir jamais essuyé de refus de la part de quelqu'un d'important. Il s'est dirigé vers Viviane comme s'il connaissait déjà le chemin. J'observais depuis l'autre bout de la pièce. Elle riait trop vite à la moindre de ses paroles. Elle lui touchait le bras, rejetait la tête en arrière comme elle le faisait avec moi il y a longtemps. Je me suis approché, pas pour faire un scandale, juste pour exister. Clifford m'a regardé comme les hommes regardent une chose dont ils ont déjà décidé qu'elle ne représentait aucune menace. Puis, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, en a sorti un billet de 1 dollar et l'a posé sur le bord de mon verre de bourbon intact. Désinvolte, délibéré, comme on donne un pourboire au préposé du vestiaire. « Ne vous en faites pas pour elle ce soir », a-t-il dit sans même baisser la voix. « Elle est entre de bonnes mains. » Viviane n'a pas bronché. Elle ne m'a pas regardé. Elle a simplement souri au sol en marbre, comme si elle attendait que je disparaisse. La pièce est devenue très silencieuse de cette manière si particulière qu'ont les pièces quand tout le monde fait semblant de ne pas regarder. J'ai regardé le dollar. Je l'ai regardé lui. Je l'ai regardé elle. Puis j'ai pris mon bourbon, je l'ai fini d'une longue gorgée lente, j'ai reposé le verre sur le billet et je suis sorti. Aucun éclat de voix, aucun doigt accusateur, aucun scandale. J'ai entendu quelqu'un marmonner derrière moi, je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Car ce que Clifford Aldis ignorait, ce que Viviane n'avait apparemment jamais pris la peine de lui dire, c'est que le mari ennuyeux et discret qu'elle tolérait depuis des années avait passé 3 décennies à apprendre exactement comment démanteler les gens comme lui. Légalement, définitivement, et sans laisser de traces. Il m'avait tendu 1 dollar. Avant que tout cela ne soit terminé, il me remettrait aussi tout le reste. Il ne le savait juste pas encore, et elle non plus. Je ne suis pas retourné au domaine Harrington. Je ne suis pas resté sur le parking à l'attendre. Je ne l'ai pas appelé 17 fois en laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je suis rentré chez moi, je me suis servi 2 doigts de bourbon, le bon, pas le verre de la réception qu'elle avait contaminé avec le petit théâtre de Clifford Aldis, et je me suis assis dans mon bureau. La maison était silencieuse. 22 ans de silence accumulé, le genre de silence qui s'installe dans les murs d'un lieu une fois que les enfants ont grandi, que les dîners s'arrêtent et que les 2 personnes qui y vivent cessent de se poser de vraies questions. Colin était parti pour Berlin 4 ans plus tôt. Un garçon brillant, taillé comme son vieux père, pas physiquement mais dans sa façon de penser. Méthodique, patient, ne révélant son jeu qu'à la dernière seconde. J'avais payé chaque semestre de ses études à l'étranger, chaque frais de dossier pour ses stages, chaque formation professionnelle. Viviane lui avait dit que c'était sa gestion des finances du foyer qui avait rendu cela possible. Je n'ai jamais rectifié. Je me disais que la vérité finirait par éclater un jour. C'est toujours le cas. Je suis resté dans ce bureau jusqu'à minuit. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je ne m'y attendais pas. Ce que j'ai fait, c'est ouvrir mon ordinateur et passer 3 appels. Un à mon avocat personnel, un à la société de sécurité avec laquelle je travaillais discrètement depuis 6 semaines et un au serrurier que j'avais déjà briefé 2 jours plus tôt. Le dernier appel fut le plus court.
4 mots, demain matin, 7 heures, tapante. Voici ce que les gens ne comprennent pas au sujet des hommes comme moi. Nous ne réagissons pas. Nous avons déjà agi. Cette soirée n'était pas un déclencheur. C'était une confirmation. J'observais son manège depuis des mois, les consultations de bien-être tardives, le client qu'elle ne nommait jamais. La retraite d'un week-end à Asheville dont elle est revenue avec un nouveau parfum et une histoire qui présentait 3 incohérences que j'ai repérées dans les 30 premières secondes. Je ne l'avais pas confrontée. J'avais documenté les faits. Au moment où Clifford a posé ce dollar sur mon verre, j'avais 6 semaines de vidéosurveillance du parking de son cabinet. 2 mois de relevés bancaires montrant des retraits non autorisés sur notre compte joint et un dossier sur le serveur privé de mon entreprise à faire dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel médiateur. J'étais un mari en colère, mais j'étais surtout un mari préparé. À 1h14 du matin, mon téléphone s'est allumé. Un texto de Vivien. « Ne m'attends pas !» 3 mots, pas une question, pas des excuses, une directive, comme si elle gérait un planning. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé me coucher. Elle n'était pas rentrée quand je me suis réveillé. Je n'étais pas surpris. J'ai préparé du café, nourri le chien et lu 2 contrats qui nécessitaient ma signature pour lundi. À 6h58, la camionnette du serrurier s'est garée. À 7h40, chaque serrure extérieure de la propriété avait été remplacée, les nouvelles clés étaient dans la poche de ma veste, le panneau de sécurité mis à jour, le code du portail changé. À 8h15, j'ai appelé mon assistante pour lui dire de marquer toute communication de Vivien Frost vers la ligne générale du cabinet comme non prioritaire. Courtoisie professionnelle, sans plus. Ensuite, j'ai traversé la ville jusqu'à l'appartement avec service que j'avais loué 10 jours plus tôt. Un 3 pièces propre et fonctionnel dans le quartier de Dilworth. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café frais et mon ordinateur portable. Le système de sécurité de la maison était relié à mon téléphone. Chaque caméra, chaque capteur. Je n'avais pas besoin d'être sur place pour voir ce qui se passerait quand elle rentrerait. J'ai ouvert la vidéo en direct à 11h47 et j'ai regardé son Uber s'arrêter devant le portail. Elle portait toujours sa robe verte, les cheveux tirés en arrière à présent, avec quelques mèches lâches sur la nuque. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée avec la démarche assurée d'une femme qui s'attend à ce que le monde l'attende patiemment. Elle a glissé sa clé, l'a tournée, s'est arrêtée, a réessayé, plus fort cette fois, comme si le problème venait de la porte. Puis elle a frappé, 2 coups secs, puis 3 autres, puis le téléphone pressé contre son oreille. Mon écran a affiché l'appel, je l'ai laissé sonner dans le vide. Elle a essayé encore 2 fois, messagerie vocale à chaque fois, elle a reculé, et c'est là qu'elle a vu la petite affichette imprimée fixée sur le cadre de la porte. Je l'avais fait plastifier. Accès à la propriété mise à jour, conseiller juridique engagé, coordonnées ci-jointes. Elle est restée parfaitement immobile pendant un instant, et j'ai observé cette immobilité à 10 km de là. Pendant que mon café refroidissait sur la table à côté de moi, ressentant quelque chose qui n'était pas exactement de la satisfaction, mais plutôt de la résolution. Le genre de sentiment qu'on éprouve quand une longue équation s'équilibre enfin. Vivienne avait passé des années à construire une version de notre vie où je n'étais que le décor, le mécanisme de financement, le figurant. Elle s'était inventé une histoire et m'avait relégué au rang de notes de bas de page. Mais les notes de bas de page ont la fâcheuse habitude de survivre aux chapitres auxquels elles sont rattachées. Son appel suivant n'était pas pour moi. Il était pour sa sœur, Sheila. Je le savais parce que Sheila m'a envoyé un texto 11 minutes plus tard. Juste 6 mots. « Elle est dehors, ça va aller ? J'en ai tapé 2 en retour. Très bien. » Et je le pensais. Sheila m'a appelé à 14h. Pas un texto cette fois. Un véritable appel, ce qui m'indiquait que la situation devant ma maison avait dépassé ce qu'un message de quelques mots pouvait contenir. J'ai décroché à la 2e sonnerie. « Richard !» Sa voix était prudente. Sheila avait toujours été la plus équilibrée des 2 sœurs. Moins de vernis, plus de substance. Elle est dehors depuis près de 2 heures. Elle me demande de venir. « C'est à toi de voir, » ai-je dit. « Je ne t'en empêche pas. » Un silence. « Tu vas bien ?» Mieux que je ne l'ai été depuis un bout de temps, honnêtement. Un autre silence. Plus long cette fois. Je me doutais que quelque chose comme ça finirait par arriver. Je veux que tu saches que je ne prends pas parti. Je ne te le demande pas. Elle a poussé un soupir. Elle va appeler ta mère ensuite si je n'y vais pas. Ma mère vit à Asheville et ne répond pas aux numéros inconnus, ai-je répondu. Vivien le sait, Sheila a presque ri. Presque. D'accord, j'y vais. Mais Richard, pour que tu le saches, elle m'a dit que Clifford était une relation d'affaires. Que la nuit dernière, c'était du réseautage. J'ai laissé l'information en suspens un instant. Sheila, ai-je fini par dire. J'ai passé 30 ans à éplucher des contrats rédigés par des gens qui avaient du besoin de me faire croire exactement ce qu'ils voulaient que je croie. Je sais à quoi ressemble le réseautage et je sais à quoi ressemble un billet d'$1 glissé dans le verre d'un homme. Silence. Je prendrai de tes nouvelles plus tard, ai-je dit avant de raccrocher. J'ai affiché le flux de la caméra du portail sur mon ordinateur.
Viviane était maintenant assise sur la marche d'entrée, ses talons posés à côté d'elle, son téléphone entre les mains. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de découvrir que l'immeuble qu'il croyait posséder appartenait en réalité à quelqu'un d'autre. Ce qui, au sens juridique du terme, était rigoureusement exact. La maison était à mon nom depuis le jour où nous l'avions achetée. Elle faisait partie d'une structure patrimoniale plus large que j'avais méthodiquement mise en place sur 20 ans. Viviane avait signé les documents de refinancement en 2016 sans lire au-delà de la page 3. Je le savais pour l'avoir regardé faire. Elle avait été au téléphone avec un client tout le long, paraphant les cases avec l'efficacité de quelqu'un qui vide sa boîte de réception. Ces paraphes avaient réaffirmé chaque clause de protection de l'accord initial. À 15h15, la voiture de Sheila est apparue sur la caméra du portail. Elle s'est garée, s'est approchée de Vivien et elles ont discuté pendant plusieurs minutes. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je savais lire les postures. Sheila gardait les bras croisés, Vivien n'arrêtait pas de pointer la porte du doigt. Finalement, Sheila a secoué la tête une fois fermement et a désigné sa propre voiture. Vivien s'est levé, a attrapé ses chaussures et est monté côté passager. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allé me promener. Charlotte, fin octobre, possède un charme particulier. L'air devient vif et pur. Les feuilles des chênes se teintent d'ambre et de rouille. Et la ville ralentit, juste assez pour permettre de réfléchir. J'ai marché sur 6 pâtés de maison et j'ai pensé à Colin. Il était à Berlin, où il dirigeait l'analyse de données pour une entreprise de la FinTech. Et il s'en sortait très bien, à tous points de vue. Il pensait que sa mère avait géré les finances du foyer avec brio pour financer ses études. Lors de son dernier appel pour l'anniversaire de Vivien, il lui avait dit « Maman, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour de force ». Elle avait accepté sa gratitude sans la moindre rectification. J'avais laissé passer à l'époque, mais je n'allais plus laisser passer très longtemps. À 16h40, mon téléphone a vibré. Pas Vivien, sa mère, Hélène. Je n'ai pas répondu. Hélène avait 74 ans, un esprit vif comme l'éclair, et ne m'avait jamais particulièrement porté dans son cœur. Je me doutais qu'elle appelait pour rendre son verdict avant même d'avoir examiné les preuves. Je m'occuperai d'Hélène en temps voulu et selon mes propres conditions. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est rédiger un court email à l'avocat collaborateur principal de mon cabinet en y joignant 2 documents, la structure modifiée du trust et la mise à jour des désignations de bénéficiaires. Tout ce que j'avais préparé au cours des 6 dernières semaines était désormais officiellement déposé, propre, précis et déjà enregistré auprès de 3 institutions distinctes avant même que Vivien n'ait fini de frapper à une porte qui ne reconnaissait plus sa clé. Je me suis arrêté dans un café sur Providence Road et j'ai commandé un café noir. Assis près de la fenêtre, j'ai regardé les gens passer avec leurs chiens, leurs poussettes, vivant leur banal vendredi après-midi. Le dollar restait planté dans ma mémoire comme une écharde. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il clarifiait les choses. Certains hommes ont besoin d'une crise pour agir, moi j'agissais déjà. Le dollar n'a fait que confirmer que j'avais eu raison de commencer quand je l'ai fait. Mon téléphone a affiché un nouveau message vocal. Vivien. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai classé de la même façon que je classe tout. Noté, catalogué, mis de côté pour le moment opportun. Le moment opportun approchait, mais il n'était pas encore là. J'examinais le résumé d'une déposition à mon bureau dans l'appartement de Dilworth quand le numéro de Vivien a illuminé mon écran pour la 4e fois de la soirée. Je l'ai laissé filer sur la messagerie comme les autres, mais 30 secondes plus tard, un autre numéro est apparu. Un numéro que je ne connaissais pas, avec un indicatif 615 qui n'était pas de Charlotte. J'ai décroché. « C'est Richard Frost ?» La voix était masculine, sous un contrôle strict, mais s'effilochant sur les bords, comme le font les voix lorsque quelqu'un essaie de projeter un calme qu'il ne ressent pas vraiment. « C'est Clifford Aldis. Un temps. Je crois qu'il faut qu'on parle. » Je me suis adossé à ma chaise et je n'ai rien dit. En 30 ans de pratique du droit, j'avais appris que le silence était l'outil le plus sous-exploité dans n'importe quelle conversation. Clifford a comblé le vide. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, remise en main propre à mon bureau, pas par email. Une livraison physique adressée à moi personnellement. « Poursuivez », ai-je dit. Elle faisait référence aux accords de fournisseurs de mon entreprise. Plus précisément à un contrat de licence de données que ma start-up a finalisé le trimestre dernier avec une société appelée Ardenfield Compliance Group. Sa voix s'est crispée. « Votre nom y figure en tant qu'associé fondateur. »« C'est exact », ai-je répondu. Un long silence. « Vous n'avez jamais rien dit ? Vous n'avez jamais demandé ?» ai-je répliqué. « Vous étiez occupé à d'autres choses. » Je l'ai entendu reprendre son souffle. La lettre souligne un conflit d'intérêts potentiel. Elle fait référence à des dates précises, à des rencontres spécifiques, à une documentation détaillée sur une relation personnelle entre vous, et il s'est arrêté. Entre votre femme et moi. Ex-femme, ai-je corrigé. Le dossier de divorce a été déposé ce matin. Le silence au bout du fil s'est étiré suffisamment longtemps pour que je puisse entendre la circulation en arrière-plan où qu'il se trouve. Ça pourrait détruire mon entreprise ?
A-t-il fini par lâcher, d'une voix sourde? Le côté théâtral avait complètement disparu. Si le contrat Ardenfield est signalé pour violation de la neutralité des fournisseurs, tous nos investisseurs vont... Monsieur Aldis, l'ai-je coupé, en gardant une voix égale. Vendredi soir dernier, vous êtes entré dans une pièce et vous avez posé $1 sur le bord de mon verre, devant témoins. Vous avez pris une décision sur ce que je valais à cet instant précis. J'ai fait une pause, j'ai pris une décision d'une autre nature. Je l'ai prise il y a 6 semaines, en fait bien avant cette réception. Un autre long silence. « Que voulez-vous » a-t-il demandé. « Rien de votre part » ai-je répondu. La documentation a déjà été soumise au comité de conformité compétent. Ce processus suit désormais son propre calendrier. Ce que vous ferez de ces informations vous regarde. Vous n'allez pas... Il s'est de nouveau arrêté. Vous allez simplement laisser le processus suivre son cours. C'est à ça que servent les processus, ai-je dit. J'ai entendu sa respiration changer. Elle ne m'a jamais dit qui vous étiez. Elle disait que vous étiez... Il s'est repris. Je sais ce qu'elle a dit, lui ai-je répondu. Elle l'a cru elle aussi pendant longtemps. C'est le problème avec les hommes discrets, monsieur Aldis. Les gens ont tendance à remplir les blancs avec ce qui les arrange le plus. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone face contre le bureau et je me suis replongé dans le résumé de ma déposition. 15 minutes plus tard, un texto est arrivé. Un numéro que j'ai reconnu comme étant celui de Vivien. « Qu'est-ce que tu as fait ? Clifford vient de m'appeler en hurlant. Il a dit que tu possédais l'entreprise avec laquelle il travaille. Il a dit « Tu ne m'avais jamais dit que ton mari m'avait déjà dans le collimateur. » Richard, qu'est-ce que c'est que ça ? Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai reposé le téléphone. Ce que c'était 30 ans de préparation qui entrèrent en collision avec un vendredi soir très coûteux. Je suis allé dans la cuisine, me suis servi un verre d'eau et je suis resté à la fenêtre à regarder les lampadaires de Dilworth s'allumer un par un dans le crépuscule. Elle avait construit dans sa tête une version de moi qui convenait à sa vie. Une version à qui on pouvait tendre un billet $1 et que l'on pouvait congédier. Et elle avait présenté cette version à un homme qui n'avait aucune idée qu'il opérait à l'intérieur d'une structure que j'avais passé des décennies à bâtir. Il pensait m'avoir pris quelque chose. En réalité, il avait marché droit, dans le piège. Sheila m'a appelé le lendemain matin à 9h, elle a passé les salutations d'usage. « Elle est chez moi ?» a-t-elle dit. « Elle a passé la nuit ici. Richard, elle ne va pas bien. Je te remercie de me prévenir, ai-je répondu. Elle n'arrête pas de dire que tu as tout bloqué par méchanceté, que c'est une manœuvre de contrôle. » Un silence. Je n'étais pas d'accord avec elle, je veux que tu le saches. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai dit que les hommes qui agissent là par méchanceté ne passent pas des mois à préparer des documents juridiques. Un autre silence. Elle n'a pas beaucoup apprécié. J'ai failli sourire. Sheila, je ne vais pas te demander de la gérer. Tiens-moi juste au courant si les choses évoluent de ton côté. Il y a encore une chose. Sa voix a baissé d'un ton. Ta belle-mère m'a appelé ce matin. Hélène. Elle a pris la route depuis Greenville. Elle raconte à tout le monde que tu contrôles Vivien depuis des années. Elle a déjà parlé à 2 femmes du cercle de bien-être de Vivien. J'ai posé mon café. Hélène. 74 ans, la langue acérée et une foi inébranlable dans la version de sa fille pour chaque histoire qu'elle entendait. Elle avait passé des années à me traiter comme un meuble que Vivien avait malheureusement conservé d'un ancien appartement. Quand est-ce qu'elle arrive ? Ai-je demandé. Cet après-midi ? Merci Sheila. J'ai raccroché et je suis resté avec cette information pendant quelques minutes. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché le dossier que j'avais simplement nommé HB Helen Bradshaw. À l'intérieur se trouvaient 3 années de relevés de paiement, des virements anonymes effectués depuis l'un de mes comptes de holding vers un service privé de facturation médicale à Greenville, en Caroline du Sud. Hélène souffrait d'une maladie rénale chronique qui nécessitait des traitements trimestriels. Sa couverture maladie laissait un reste à charge. Vivien m'en avait parlé en passant il y a des années. Elle l'avait mentionné une fois et l'avait oublié l'après-midi même. Moi, je n'avais pas oublié. J'avais mis en place les paiements discrètement sans jamais en parler à aucune des deux. 37 paiements sur 3 ans. Pas un mot d'Hélène pour savoir qui comblait ce trou dans sa couverture. Soit elle ne le savait pas, soit elle avait décidé de ne pas poser de questions. Quoi qu'il en soit, cette information aurait son heure de gloire. Ce n'était pas pour aujourd'hui, mais ça viendrait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vivien faisait apparemment ce que font les gens quand le sol se dérobe sous leurs pieds. Elle cherchait. Je le savais parce que Sheila m'a envoyé un texto à 11h14. Elle est sur l'ordinateur depuis 2 heures. J'ai regardé par-dessus son épaule. Elle fait des recherches sur toi, sur Google. J'ai lu le message et je me suis adossé à ma chaise. Laissez-la chercher. Ce que Vivien allait trouver, ce n'était pas un profil LinkedIn avec une photo d'identité générique et une liste d'adhésion au barreau. Elle trouverait des articles dans des revues spécialisées remontant à 15 ans. Elle trouverait mon nom associé à un cadre juridique qu'une 40aine de cabinets privés utilisaient désormais comme référence en matière de protection des actifs. Elle trouverait une citation tirée d'un article de journal économique. Je me souvenais d'avoir donné cette interview.
Une rare exception à ma politique habituelle qui consistait à rester loin des médias où j'avais dit quelque chose comme « les structures juridiques les plus solides sont celles que la partie adverse ne pense jamais à examiner ». Elle y trouverait un nom, Hartwell Asset Partner, la holding qui chapeautait mon cabinet d'avocats, ainsi que 3 autres entités. Elle découvrirait le Ardenfield Compliance Group, celui-là même qui avait envoyé sa lettre à Clifford. Elle découvrirait des années de travail discret et méthodique sur lesquelles elle avait vécu sans jamais regarder en bas. Je me demande ce que ça faisait de réaliser que le sol sur lequel vous crachiez était en réalité vos fondations. Mon téléphone a sonné à 13h30. Un numéro inconnu, mais je savais qui c'était avant même de décrocher. Richard, la voix d'Hélène était sèche, maîtrisée. La voix d'une femme qui considérait le sang-froid comme une arme. Je veux que tu t'expliques. Bonjour Hélène. J'espère que la route s'est bien passée. Ne fais pas ça. Cinglant. Ne sois pas poli avec moi en ce moment. Ma fille est assise à la table de la cuisine de sa sœur sans rien, sans même avoir accès à sa maison. Pas de carte bancaire, rien, c'est toi qui as fait ça. En effet, ai-je répondu. Un silence. Elle ne s'attendait pas à ce que je le confirme aussi directement. C'est cruel, a-t-elle lâché. C'est l'acte d'un homme qui veut punir. C'est l'acte d'un homme qui s'est préparé à une situation qu'il espérait ne jamais voir arriver, ai-je rétorqué. Il y a une différence. Elle a fait une erreur. Hélène, ai-je poursuivi, en gardant une voix égale, je ne vais pas plaider cette affaire avec vous au téléphone. Ce que je peux vous dire, c'est que les décisions que j'ai prises sont légales, documentées, et déjà enregistrées auprès de multiples institutions. Si Vivien souhaite en contester une seule, elle est libre de prendre un avocat. Silence. Puis, avec moins de certitude, tu es sérieux. J'ai pris ce mariage au sérieux pendant 22 ans, ai-je répondu. J'étais apparemment le seul. Elle a commencé à ajouter quelque chose, mais j'ai continué. Je veux aussi que vous sachiez, Hélène, et je ne dis pas ça comme une menace, mais comme un fait avéré. Il y a certaines choses concernant ces dernières années dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Quand vous serez prête à avoir une vraie conversation, je suis disponible. Mais pour l'instant, je vous encourage à avoir une vue d'ensemble avant de vous rendre chez qui que ce soit pour rendre un verdict. Un long silence. Quelque chose dans son ton a très légèrement changé. Une micro-fissure dans ses certitudes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé. « Je veux dire exactement ce que j'ai dit. » J'ai fait une pause. « Prenez soin de vous, Hélène. La route du retour vers Greenville est longue. » J'ai raccroché, je me suis servi un autre café, je me suis assis au bureau et j'ai affiché le direct des caméras de la maison. La propriété était calme. Les feuilles s'accumulaient sur l'allée. Personne à la maison, 30 ans de construction, 22 ans de mariage, et au final, il n'avait fallu qu'$1 et un vendredi soir très public pour que toute cette mascarade s'effondre. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais lucide, comme un dossier juridique après sa dernière révision. Tout le superflu avait été supprimé, il ne restait que les faits essentiels. Colin appellerait bientôt, je le sentais comme on sent le temps changer. Quand il le ferait, je serais prêt. Il y avait des choses que mon fils méritait de savoir, sur qui avait réellement signé l'échec, sur celui qui s'était tu quand il aurait dû parler, et pourquoi, sur ce que cela signifiait de construire quelque chose de réel, par opposition à l'illusion de construire. Mais cette conversation exigeait le bon moment, et j'avais passé toute ma carrière à comprendre la différence entre le bon moment et le moment de facilité. Hélène Bradshaw est arrivée chez Sheila à 14h15 avec une valise à roulettes, un plat en cocotte, et 30 ans de certitude maternelle tassée dans un corps d'1,60 m. À 14h45, d'après le texto de Sheila, elle m'avait déjà qualifié de calculateur glacial, de tyran financier et d'homme qui n'avait jamais mérité sa fille. À 15h, elle était au téléphone avec la ligne d'information d'une chaîne de télévision locale. Je l'ai appris par un ancien collègue qui connaissait le rédacteur en chef. Il m'a appelé par courtoisie professionnelle. Je l'ai remercié et je n'ai pas paniqué. Qu'Hélène parle à une ligne d'information, c'était un problème qui avait ses limites. Ce qu'elle ignorait, en revanche, n'en avait aucune. J'ai conduit jusqu'à la maison de Sheila à 16h, sans appeler à l'avance. Sheila a ouvert la porte et à sa décharge, elle n'a pas eu l'air surprise. Elle s'est écartée sans un mot. Le salon est devenu très silencieux quand je suis entré. Viviane était sur le canapé, toujours vêtue de vêtements d'emprunt, les mains enroulées autour d'un mug. Hélène se tenait près de l'encadrement de la cuisine, comme une femme gardant un périmètre. Elle m'a regardé comme les procureurs regardent les accusés qu'ils ont déjà condamnés dans leur tête. « Tu n'as rien à faire ici !» a lancé Hélène. « On est chez Sheila ? Je laisserai Sheila en juger ?» ai-je répondu. Sheila n'a rien dit, ce qui était une réponse suffisante. Je ne me suis pas assis. J'ai regardé Vivien, elle a soutenu mon regard, et l'espace d'un instant, la comédie a cessé. La dignité blessée, l'indignation répétée, et en dessous, j'ai reconnu quelque chose, le visage d'une personne qui venait de passer les 18 dernières heures à découvrir que l'histoire qu'elle se racontait comportait des lacunes monumentales. « Je sais que tu as fait des recherches sur mon nom », ai-je dit. Sans ton accusateur, juste un constat. La mâchoire de Vivien s'est crispée.
Je ne savais pas la moitié de ce dans quoi tu étais impliqué. Tu n'as jamais posé la question, ai-je répondu. Pas une seule fois, en 22 ans, tu ne m'as demandé ce que je construisais réellement. Tu savais que je travaillais, tu savais que l'argent était là. C'était là toute l'étendue de ton intérêt. Ce n'est pas... a-t-elle commencé. Vivien, ma voix est restée parfaitement égale. Je ne suis pas là pour me disputer. Je suis ici pour une seule raison. J'ai glissé la main dans ma veste, j'en ai sorti une enveloppe et je l'ai posée sur la table basse. Ceci est un dossier, ai-je déclaré. 37 paiements sur 3 ans depuis l'un de mes comptes vers un service privé de facturation médicale à Greenville. J'ai regardé Hélène. Vos traitements pour les reins, Hélène, le reste à charge de votre couverture maladie. Quelqu'un a comblé ce vide, depuis 3 ans. Hélène s'est figée. Ce quelqu'un, ai-je poursuivi, ce n'était pas votre fille. Viviane a mentionné votre situation une fois en passant, il y a environ 3 ans et 2 mois. Elle l'avait oublié le soir même. J'ai mis en place les virements la semaine suivante. Le silence dans la pièce était absolu. Hélène a regardé l'enveloppe sur la table, puis m'a regardé. Moi, puis Vivien. Le visage de Vivien avait blêmi. « Tu n'as jamais rien dit ?» a finalement articulé Hélène. Sa voix avait perdu de son mordant. « Il n'y avait rien à dire ?» ai-je répondu. « Vous aviez besoin d'aide, j'ai aidé. C'est ce qu'on fait pour la famille. J'ai fait une pause, même quand la famille ne vous accorde pas la même considération. Je n'ai pas insisté. Ce n'était pas nécessaire. L'information avait atterri exactement là où il le fallait. Hélène s'est assise lentement dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle ne ressemblait plus à une femme gardant un périmètre. Elle ressemblait à une femme faisant des calculs mentaux dont les résultats ne lui plaisaient pas du tout. Viviane a posé son mug sur la table d'appoint. « Richard, je ne suis pas venu pour me réconcilier, l'ai-je coupé. Je suis venu parce que ta mère était sur le point de contacter la rédaction d'une chaîne de télévision avec la moitié de l'histoire. Je voulais qu'elle ait la version complète avant de faire quelque chose sur lequel elle ne pourrait plus revenir. J'ai boutonné ma veste. La demande de divorce te sera remise dans les prochains jours, ai-je dit. Je vous encourage toutes les deux à la lire entièrement avant de vous forger une opinion. Chaque clause a une raison d'être. J'ai regardé Vivien une dernière fois. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherchais. Je ne pouvais simplement plus continuer à financer tes recherches. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai salué Sheila d'un signe de tête et je suis parti. Dehors, l'air d'octobre était devenu piquant. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je m'y suis assis un moment et j'ai regardé la rue. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais achevé, dans le sens d'un travail terminé. Et d'expérience, terminé est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de travailler. Colline a appelé un mardi. J'étais en train de réviser un amendement de fiducie quand son nom est apparu sur mon écran. J'ai tout mis de côté, sans la moindre hésitation. « Papa !» Sa voix était posée, mais elle avait cette tension particulière qu'ont les jeunes hommes quand ils manipulent ce quelque chose avec précaution. J'ai vu les nouvelles concernant Clifford Aldis. Je ne m'attendais pas à cette entrée en matière. Qu'as-tu vu? Il y a un article dans une revue spécialisée sur les fintech. Ça parle d'une déclaration de conformité impliquant le Ardenfield Compliance Group. L'article cite son entreprise et il cite le cabinet qui a déposé la déclaration. Une pause. « Ton cabinet, papa? C'est exact ?» ai-je répondu. Silence. « Depuis combien de temps c'est en marche, alors ?» 6 semaines de préparation. La partie visible s'est déroulée sur environ 48 heures, un autre silence, plus long. Je l'entendais analyser comme il le faisait toujours, construisant méthodiquement le tableau pièce par pièce avant de s'engager dans une réponse. Il tenait ça de moi. Je l'avais remarqué quand il avait 14 ans et je n'en avais jamais parlé, parce qu'il y a des choses qu'on se contente d'observer avec une fierté silencieuse. « Maman m'a appelé hier », a-t-il fini par dire. « Elle m'a dit que tu as tout gelé et que tu as changé les serrures sans prévenir, que c'est sorti de nulle part. » « Ce n'est pas sorti de nulle part, ai-je dit. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre ta version avant de dire quoi que ce soit. » Un silence. Elle n'a pas apprécié. J'imagine que non. Je me suis adossé à ma chaise. « Colin, il faut que je te dise quelque chose. Je le porte en moi depuis un moment et tu mérites de l'entendre directement de ma bouche. » « D'accord. Les frais de scolarité, les cautions pour tes logements à Berlin, les frais de licence professionnelle, les programmes de certification, le virement d'urgence que tu as reçu en 2e année quand ton propriétaire a augmenté le loyer avec 2 semaines de préavis. J'ai gardé une voix égale. Tout cela provenait directement de mes comptes. C'est moi qui ai mis en place les virements. J'ai géré le calendrier. Je me suis assuré qu'il ne te manque jamais rien. » Un très long silence. Maman disait qu'elle gérait les finances de la maison. Elle gérait le budget d'une maison que je finançais intégralement, lui ai-je répondu. Il y a une différence. Je n'ai jamais rétabli la vérité parce que je ne voulais pas que tu portes le fardeau de la structure de notre mariage alors que tu essayais de construire ta propre vie. Mais cette structure est en train de changer et tu dois savoir sur quoi elle reposait. Je l'ai entendue expirer lentement, longuement. Papa, elle m'a laissé la remercier. Pendant des années, je sais. Lors de mon dernier anniversaire, il s'est arrêté.
Elle a dit qu'elle avait travaillé vraiment dur pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'avais besoin. Elle croyait à une version de ça, ai-je expliqué. C'est souvent le cas des gens. C'est généreux de ta part. C'est factuel, ai-je répondu. Être généreux consisterait à faire semblant que ça ne s'est pas produit. Il est resté silencieux un instant de plus. Alors, je rentre à la maison. Tu n'es pas obligé, Colin. Je sais que je ne suis pas obligé. Sa voix était ferme, de cette fermeté qu'on les voit quand la décision est déjà prise et que le dire n'est qu'une formalité. J'en ai envie, je réserve un vol ce soir, je serai à Charlotte jeudi. Je n'ai pas insisté. La vérité, c'est que je voulais voir mon fils. Pas pour m'en servir comme d'un allié, ni pour mettre en scène nos retrouvailles au profit de qui que ce soit. Juste pour m'asseoir à la même table que la personne pour laquelle j'avais passé 25 ans à m'assurer en silence qu'elle dispose de tous les avantages que je pouvais lui construire. Jeudi, c'est parfait, ai-je dit. Je passerai te prendre. Il est arrivé à l'aéroport Charlotte Douglas, juste après 14 heures le jeudi, tirant un seul bagage cabine avec l'efficacité d'un homme qui avait appris à voyager léger. Il me ressemblait au même âge. La même mâchoire, la même façon de balayer une pièce du regard en y entrant. Nous nous sommes d'abord serré la main comme nous l'avions toujours fait, puis il m'a attiré dans une étreinte brève et ferme qui m'a légèrement surpris. « Tu as l'air en forme », a-t-il dit. « Tu as l'air de ne pas avoir fermé l'œil pendant le vol. » Il a failli sourire. « C'est de bonne guerre. » Nous sommes allés dans un restaurant du quartier de Noda. Une banquette d'angle, du bon café, le genre d'endroit où les conversations peuvent s'éterniser sans que personne ne le remarque. Je lui ai brossé le tableau complet au cours des 2 heures suivantes, sans drame, sans amertume. Juste les faits, la chronologie, la documentation, les décisions. Colin a écouté comme il le faisait toujours, les mains à plat sur la table et les yeux fixés dans les miens. Quand j'ai terminé, il a encaissé le coup pendant un instant. Donc, Clifford Aldis n'avait aucune idée de qui tu étais. Les informations étaient à sa disposition, ai-je répondu. Il a choisi de ne pas s'en servir. C'est un comportement typique chez les gens qui pensent avoir déjà cerné une situation. Maman ne lui a rien dit. Non. Colin a fait tourner sa tasse de café lentement. Tu penses qu'elle connaissait l'ampleur de ce que tu avais bâti ? Je pense qu'elle en savait assez pour vivre confortablement dessus, ai-je répondu. Est-ce qu'elle comprenait l'architecture de l'ensemble ? Non. Elle n'a jamais posé la question. Il a hoché lentement la tête. Puis, il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste, a sorti son téléphone, a ouvert quelque chose et l'a fait glisser sur la table. C'était un brouillon de publication LinkedIn. 3 paragraphes, je l'ai lu attentivement. Le premier paragraphe indiquait simplement que son éducation et son développement professionnel avaient été entièrement financés par son père, Richard Frost, et qu'il souhaitait rétablir la vérité. Le deuxième décrivait brièvement ce que son père avait bâti en 30 ans. Le troisième affirmait qu'il respectait ses 2 parents, mais que la vérité primait sur le confort. J'ai levé les yeux. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Je sais, » a dit Colin. « C'est pour ça que j'en ai envie. » J'ai fait glisser le téléphone vers lui. « C'est ta décision. » Il l'a pris, a cliqué sur « Publier » et a posé le téléphone face contre table. « Maintenant, » a-t-il dit en attrapant son café, « dis-moi ce dont tu as besoin pendant que je suis là. » Ça, c'était mon fils. Pas de théâtre, pas de mise en scène, juste de la présence. 3 jours après l'arrivée de Colin à Charlotte, Vivien est passé à l'action. Je l'ai découvert de la même manière que je découvre la plupart des choses, sans faire d'histoire, juste par un appel discret de quelqu'un de vigilant. Une consoeur, une femme nommée Patricia Hawkes, qui dirigeait un cabinet d'investigation privé dans le centre-ville de Charlotte, m'a appelé à 8 heures du matin. Richard, a-t-elle lancé sans préambule. Quelqu'un a contacté mon cabinet hier après-midi. Une cliente potentielle voulait qu'on fouille la vie d'une cible. Une pause. La cible, c'était toi. J'ai posé mon café. J'apprécie cet appel, Patricia. J'ai fait le rendez-vous de prise de contact, a-t-elle poursuivi. Une femme approchant la 50aine, très bien présentée. Elle a dit qu'elle avait besoin de preuves de malversation financière, d'actifs cachés, de preuves de contrôle et de manipulation au sein de son mariage. Une autre pause. Elle avait une liste de questions imprimées, on aurait dit un truc rédigé à la hâte. Elle a laissé un nom ? Vivian Frost. La voix de Patricia était sèche. Elle ne semblait pas faire le rapprochement, elle ignorait que je connaissais le tien. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que j'allais examiner le dossier et la recontacter sous 48 heures, le baratin habituel d'introduction ? Un temps. Et ensuite, je t'ai appelé. Tu vas lui rendre sa provision ? C'est déjà fait ? A répondu Patricia, avec une note précisant que le cabinet a identifié un conflit d'intérêts et n'est pas en mesure de donner suite. J'ai soufflé. Merci Patricia. Ne me remercie pas. Tâche juste de ne jamais rien faire qui vaille vraiment la peine d'être enquêté. Elle a raccroché. Je suis resté à digérer la nouvelle. Viviane essayait d'engager quelqu'un pour monter un dossier contre moi. Quelqu'un qui, selon toute probabilité professionnelle, me connaissait. Ce n'était pas du désespoir. C'était la panique déguisée en désespoir. La nuance avait son importance.
car la panique avance en ligne droite et fait des choix prévisibles. Je pouvais travailler avec ce qui était prévisible. J'ai appelé mon avocat David Kern et je l'ai mis au courant de l'évolution de la situation. Il en a pris note, l'a ajouté au dossier et m'a dit que cela ne changeait rien d'un point de vue juridique, mais que cela confirmait le calendrier que nous avions anticipé. Colin était dans l'autre pièce, en télétravail, son ordinateur ouvert, ses appels en sourdine. Quand je suis entré et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a levé les yeux de son écran. « Elle a engagé un détective privé contre toi ? Elle a essayé. » Il s'est tourné vers son ordinateur. « Combien de cabinets à Charlotte connaissent ton nom professionnellement ?»« Suffisamment, ai-je répondu. » Il a hoché la tête et s'est remis au travail. Pas de leçon de morale, pas de commentaires, c'était suffisant. Le rebondissement suivant a eu lieu 2 jours plus tard et il est venu d'une direction inattendue. L'associé de Clifford Aldis, un homme nommé Roy Tillman, a appelé sur la ligne de mon bureau. Roy était cofondateur de la start-up de Clifford, quelqu'un que j'avais croisé une fois à une conférence, 3 ans plus tôt. Il était méthodique là où Clifford était théâtral, ce qui signifiait qu'il était le cerveau opérationnel de l'entreprise dont Clifford n'était que le visage. Il n'a pas perdu de temps. « Monsieur Frost, je veux être direct avec vous. Clifford a pris des décisions ces derniers mois qui ont mis cette entreprise dans une position précaire. Je savais depuis un certain temps que son jugement était compromis dans certains domaines. Continuez, ai-je dit. Je n'appelle pas pour négocier, a précisé Roy. J'appelle parce que l'audit du comité de conformité va faire remonter des communications internes qui impliquent bien plus que sa simple conduite personnelle. Il y a des détails sur des accords de fournisseurs, des conditions de licence de données, des éléments qui touchent aux intérêts de votre groupe. Une pause. Je veux que vous sachiez que j'ai l'intention de coopérer pleinement avec le processus d'audit. Je voulais vous le dire directement plutôt que de vous laisser le découvrir par surprise. J'apprécie la démarche. J'en prends note, ai-je répondu. Il y a encore une chose, a ajouté Roy. J'ai découvert cette semaine que Clifford était au courant de vos liens avec le groupe Ardenfield avant cette soirée. Il avait vu votre nom dans les documents fournisseurs. Il savait. Un long silence. Il a juste décidé que ça n'avait pas d'importance. La pièce est devenue très silencieuse. Il savait. Il avait regardé la documentation, vu mon nom, et décidé que l'information n'était pas pertinente. Il avait décidé que l'homme discret debout, de l'autre côté du sol en marbre, avec son bourbon intact, n'était pas un facteur digne d'être calculé. Ce dollar dans mon verre n'avait pas été une négligence, c'était délibéré, ce qui signifiait que tout ce qui avait suivi n'était pas qu'une simple conséquence, c'était une correction. « Merci Roy », ai-je dit. « Je veillerai à ce que le comité soit informé de votre coopération. » J'ai raccroché et je suis allé à la fenêtre. Charlotte s'étendait en contrebas sous la pâle lumière de novembre. Les tours du centre-ville scintillaient, les rues s'agitaient selon leurs schémas habituels. Colin est apparu sur le pas de la porte. « Tout va bien ?»« Mieux que bien », ai-je répondu. Clifford savait qui j'étais avant la réception. Colin est resté silencieux un moment. Et il l'a fait quand même. En effet, mon fils s'est adossé au cadre de la porte, les bras croisés, et a regardé par la fenêtre à côté de moi. Certains hommes pensent que les conséquences ne s'appliquent pas à eux, a-t-il dit, jusqu'à ce que ce soit le cas. 25 ans. Et il avait déjà compris ce qui prenait le double de temps à la plupart des hommes. J'ai posé brièvement la main sur son épaule, puis je suis retourné à mon bureau et je me suis remis au travail. Les documents de divorce sont arrivés un lundi matin. Livraison par coursier, à 9h du tapante, adressé à Vivien, chez Sheila. Je connaissais l'heure exacte car David Kern avait organisé le service et m'avait confirmé la livraison par texto. À 10h15, Vivien avait appelé mon numéro à 4 reprises. Je les ai toutes laissées filer. À midi, Sheila m'a envoyé un texto. Elle l'a lu, elle est effondrée. « Richard, il n'y a pas de pension alimentaire de prévu. » J'ai répondu par texto. Clause 9 du contrat de mariage, 2009. Elle l'a signé pendant un brunch. Sheila n'a pas répondu pendant plusieurs minutes, puis elle dit qu'elle n'a pas compris ce qu'elle signait. J'ai tapé « C'est à ça que servent les avocats. Elle devrait en engager un. » Cet après-midi-là, Colin et moi sommes passés en voiture devant la maison. Pas pour s'en réjouir, c'était l'idée de Colin. Il a dit qu'il voulait la voir une dernière fois avant que les choses ne changent encore. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue. De l'extérieur, l'endroit semblait le même que d'habitude. Le chêne dans la cour avant avait pris sa couleur ambrée. La lumière du porche était éteinte. « Tu la vends ?» a dit Colin. Ce n'était pas une question. « Déjà vendu ?» ai-je répondu. La vente s'est conclue vendredi. Il s'est tourné vers moi. « Aussi vite ?» Acheteur institutionnel, paiement comptant, le contrat a été monté depuis 3 semaines. J'attendais juste le bon moment pour apposer la signature finale. J'ai regardé la maison. Je n'avais plus envie d'y vivre. Trop de pièces qui ne signifiaient plus ce qu'elles signifiaient autrefois. Colin a regardé le chêne pendant un moment. J'ai appris à faire du vélo dans cette allée. Je sais, ça te va de laisser tout ça derrière toi ? J'y ai réfléchi honnêtement. La maison, ce n'était que du bois et des cloisons. J'ai dit,
Ce que j'ai bâti à l'intérieur, les années, le travail, ton éducation, ça ne part pas avec l'acte de propriété. Il a hoché lentement la tête, l'a regardé une dernière fois. Puis, ok, on y va. Nous sommes partis et n'avons pas regardé en arrière. Viviane a découvert la vente 2 jours plus tard, quand elle est passée devant, et a vu le panneau d'une agence immobilière sur le portail. Sheila m'a envoyé un texto ce soir-là. Elle a débarqué chez moi en larmes. Elle a dit que la maison était déjà partie. Je sais que tu en avais parfaitement le droit. Je voulais juste que tu le saches. J'appréciais la franchise de Sheila. Ça avait toujours été le cas. Des 2 femmes de cette famille, elle était la seule qui n'avait pas besoin que l'histoire soit romancée. Pendant ce temps, la situation de Clifford Aldis avait continué d'évoluer, sans aucune intervention supplémentaire de ma part. Roy Tillman avait déposé un rapport interne séparé auprès du conseil d'administration de l'entreprise, ce qui avait déclenché un audit indépendant. 3 investisseurs avaient réclamé des documents. La valorisation de la société avait été discrètement dégradée par 2 cabinets d'analystes. Clifford n'avait pas rappelé, il ne le ferait pas. Les hommes comme lui deviennent silencieux quand leur public disparaît. L'audit du comité de conformité s'est achevé 9 jours après que j'ai déposé ma déclaration. Leur conclusion. La relation personnelle constituait un conflit d'intérêts matériel en vertu de la clause de neutralité des fournisseurs. Le contrat avec Ardenfield a été suspendu pour révision. Clifford a démissionné de son poste de PDG un mercredi, avec effet immédiat, accompagné d'une déclaration que son agence de relations publiques avait manifestement rédigée. Prudente, aseptisée, n'avouant rien, Colin m'a montré l'annonce pendant le petit déjeuner dans mon appartement. « Tu savais que ça allait arriver ?» a-t-il demandé. « Je savais que le processus suivrait son cours, ai-je répondu. Je n'ai pas dicté le résultat. J'ai juste fourni les documents. » Colin a regardé l'article un instant de plus. Puis, il a fermé son ordinateur. « Il connaissait ton nom avant la réception. Papa, Roy te l'a dit. En effet. Et il a laissé tomber ce dollar quand même. » « Oui. » Colin a regardé son café. « Qu'est-ce que tu penses qu'il se dit par rapport à tout ça ?» J'ai réfléchi à la question. Probablement qu'il n'a pas eu de chance. Qu'il est tombé sur le mauvais type. J'ai marqué une pause. Les hommes de cette trempe envisagent rarement la possibilité que l'autre homme ait simplement été plus acharné au travail. Colin est resté silencieux un instant. Puis il a dit « J'ai posté une suite au message sur LinkedIn. » J'ai haussé un sourcil. « Rien d'agressif » a-t-il précisé. Juste une phrase. J'ai écrit « Mon père n'a jamais eu besoin de faire les gros titres. Il avait juste besoin d'un stylo et d'assez de temps. » J'ai regardé mon fils de l'autre côté de la table du petit déjeuner. 25 ans, et il comprenait déjà des choses qu'il m'avait fallu une décennie de plus pour assimiler. J'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine, quelque chose qui était tourmenté depuis longtemps. « Merci » ai-je dit. Il a pris son café. « Ne me remercie pas. Assure-toi juste que le prochain chapitre sera meilleur que le précédent. » 8 mois plus tard, Colin a pris l'avion depuis Berlin pour un long week-end, sans raison particulière, pas d'événement spécial. Il a juste dit qu'il avait envie de rentrer, ce qui voulait dire qu'il voulait me voir, ce qui était une raison suffisante. J'avais emménagé dans une maison du quartier de Cotswold entre-temps. Plus petite que l'ancienne, des lignes plus épurées, une terrasse à l'arrière qui donnait sur une lisière de bois, prenant des couleurs remarquables en automne. Je l'avais meublée simplement. Rien ne provenait de l'ancienne maison. Nouveau départ, nouvel inventaire. Nous avons roulé jusqu'au lac Norman le samedi matin. J'avais un ami qui possédait un ponton, un juge de cour d'appel à la retraite du nom d'Harold Briggs, qui me connaissait depuis 20 ans et ne posait aucune question superflue. Il nous a tendu 2 cannes à pêche, a pointé l'eau du doigt et est retourné à l'intérieur pour lire. Nous avons pêché pendant 3 heures sans but précis. L'eau était plate et argentée dans la lumière du matin. Un héron est resté immobile près de la rive opposée pendant près d'1 heure. Colin a attrapé 2 barres et les a tous les 2 relâchés. J'en ai attrapé un et j'ai fait de même. À un moment donné, sans préambule, Colin a dit « Tu aurais pu me parler plutôt de l'argent, de ce que tu avais construit. » J'aurais pu, ai-je concédé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi, sans chercher la réponse facile. Parce que je voulais que tu te forges ta propre idée de ce dont tu étais capable avant que tu ne connaisses l'ampleur de ce qu'il y avait derrière toi. Certains hommes reçoivent leur héritage trop tôt et passent leur vie à essayer de s'en montrer digne au lieu de s'en affranchir. Colin a ruminé ça un moment. Le héron s'est envolé de la rive opposée sans crier gare et a disparu derrière la ligne des arbres. Maman m'a appelé la semaine dernière. Comment c'était ? Honnête, à vrai dire. Plus honnête que je ne l'espérais. Il a rembobiné lentement sa ligne. Elle a dit qu'elle avait passé beaucoup d'années à ne pas poser les bonnes questions. Elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir laissé croire quelque chose qui n'était pas exact. Un silence. Je crois qu'elle était sincère. « Tant mieux » ai-je répondu. « Tu n'as rien de plus à dire là-dessus ?»« Non, c'est ta mère. C'est à toi de gérer cette relation. Je n'en fais plus partie. » Il m'a regardé. « Tu n'es pas amère ?» « Je l'ai été pendant un temps, ai-je avoué, au début, et puis je me suis occupé.
J'ai regardé l'eau, l'amertume, ça coûte cher. J'ai passé 30 ans à apprendre à être économe avec mes ressources. Colin a presque ri. C'était ce qui ressemblait le plus à un vrai rire que j'avais entendu de lui de tout le week-end. Et ça valait bien plus que le trajet pour venir jusqu'ici. L'entreprise de Clifford a déposé le bilan pour restructuration le mois dernier, a-t-il dit après un moment. J'en ai entendu parler. Et le cabinet de bien-être de Vivien, elle le dirige toujours. Une clientèle plus réduite maintenant, mais ça tourne. Tant mieux, ai-je répondu. Et je le pensais sincèrement, sans la moindre arrière-pensée. Hélène t'a appelé, n'est-ce pas a demandé Colin. 2 fois, ai-je dit. Une fois pour s'excuser d'avoir contacté la chaîne de télévision, une fois pour me remercier pour les paiements médicaux. Qu'est-ce que tu as répondu? La première fois, je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser. La deuxième fois, je lui ai dit de prendre soin d'elle et que les paiements continueraient jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. Colin est resté silencieux. Alors tu as maintenu les paiements. Elle en avait besoin, ai-je dit. Ça ne change pas parce que le mariage a pris fin. Il m'a dévisagé pendant un long moment. Tu es un homme étrange, papa. Probablement, ai-je concédé. Nous avons pêché jusqu'à midi. Ensuite, Harold est sorti avec des sandwichs et nous nous sommes assis tous les trois sur le ponton, mangeant sans trop discuter, regardant l'eau clapoter. Sur le chemin du retour, Colin a dit « Je veux revenir plus souvent, pas pour une raison particulière, juste plus souvent. » La lumière du Porsche sera allumée, ai-je répondu. Il a regardé par la fenêtre. C'est noté. C'était suffisant pour nous deux. Certaines choses n'ont pas besoin de plus de mots. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. На, езжай туда же. Сука, откуда он вообще взялся? Блин, мои штуки исчезли. Какие штуки? Бал канала? Просмотры, ну а ты хули хотел? Давай, холодец, учебу добивай, чтобы с июня по август тут как штык был. Я прайм словил с помощью тебя и пишу быстро. Правильно. Да ебать. Ей жизнь атакуют. О!
Что за прикол играет? Надо дизлайк этому поставить, чтобы не попадалось больше. У меня сейчас сегодня погодка дождливая, я вообще покурить сегодня хотел немножко. У меня самокат очень боится грязи. Это непонятная погода. Мутная, короче. Куго на мой сервер в Майнкрафте, конечно, такого вообще без проблем. Что там за сервер?